Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen, et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir David Bouillon à mes côtés, docteur qui est très renommé ici en Belgique. Et je l'ai invité parce que j'aimerais avoir et connaître la situation en Belgique, son historique, pourquoi il est ici avec nous, pourquoi il va nous présenter sa société. Et je suis aussi heureuse de voir qu'il vient avec des témoignages. Comme vous le savez, moi j'en ai fait part souvent sur mes vidéos. Et aujourd'hui, ils sont là, ils existent, ils sont vrais. Et c'est important de les écouter parce que moi, je lis souvent des chiffres qu'ils sont rapportés par des rapports comme l'EMA ou en France, celui de la NSM. Mais là, vous allez les entendre en vrai et c'est très important de les écouter, de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a une omerta autour des effets secondaires, autour des conséquences du vaccin contre la Covid. Et donc, je suis heureuse de les avoir ici et je vous remercie de votre attention. Cette émission va durer à peu près 1 heure et d'avance, écoutez-les. Merci. David Bouillon, bonjour. Je te laisse donc la parole. Virginie, merci en tout cas de nous recevoir au sein de ton lieu de travail. Voilà. Et c'est vraiment le label de notre association, puisque si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. C'est pour ça que je voudrais dire aussi, Madame la députée, mille merci de nous recevoir, puisque en Belgique, il est impossible d'être reçu depuis 2020 par un député, un ministre, l'ordre des médecins, alors qu'ils savent qu'il y a une expertise de plusieurs milliers de patients qui ont été pris en charge face à cette infection Covid. Et aujourd'hui, je suis là pour prendre la responsabilité d'apporter un maximum d'informations. Donc, je ne critique pas, je ne veux pas être complotiste parce que je ne le suis pas, je suis simplement un médecin généraliste qui veut tirer une sonnette d'alarme auprès de la politique belge, internationale, mais surtout auprès des patients. Puisque, il faut le dire, le patient, aujourd'hui, est confronté à une vaccination expérimentale en phase 3. Je répète, le patient, jeune, jusqu'à la personne âgée, sont confrontés à une vaccination expérimentale stade 3. Comme l'ordre des médecins me le conseille, nous avons la liberté thérapeutique, oui, mais nous avons surtout le choix de prendre sa responsabilité et d'en assumer les conséquences, ce que je fais aujourd'hui. Et donc, une des fartes est ici, mais il y en a 50. Il y a 50 fartes à la maison. Ça veut dire que c'est une émission factuelle. Ce que je dis, je peux le prouver, je peux le démontrer devant n'importe qui, y compris en justice, puisque nous sommes dans des actions en justice également. Alors, on remonte donc au début. Il y a 4 phases dans ma vie professionnelle. La première phase, je ne m'y attarde pas, c'est 25 ans de médecine générale. 25 ans de médecine générale, examiner, prendre en charge des patients, en consultation. Pas bien, pardonnez-moi, c'est pas que je veux le toucher comme ça, mais je leur mets bien son petit micro. Voilà. Donc, 25 ans de médecine générale, consultation, visite, qui est très simple. On répond au téléphone et on essaye donc d'aider, de comprendre, d'informer, de protéger, de défendre, parce qu'il y a de la maltraitance, et de soigner et sauver tout patient qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui appelle à l'aide et qui a besoin d'un traitement, qui a besoin d'une aide médicale ou sociale ou humanitaire. Voilà le travail d'un médecin généraliste. La médecine générale, et c'est à eux aussi que je m'adresse, mes amis les généralistes, écoutez bien cette émission, elle est très importante parce que votre rôle est capital dans cette crise depuis 2020. Et donc après 25 ans, mon épouse, ma compagne, mon infirmière, mon amour, avons décidé ensemble d'aller plus loin, c'est-à-dire apporter des solutions par rapport à un terrain qui est en souffrance. Personnes âgées, personnes démunies, personnes sans abri, nous voyons cette horreur, c'est-à-dire les oubliés de la société, les personnes qui vivent dans le silence, qui vivent dans l'ombre et qu'on retrouve dévorées par des chiens, qu'on retrouve sans manger, sans chauffage, sans dignité. Et les solutions, elles ont été rapides, elles ont été efficaces, puisque tout patient qui n'a pas accès aux soins de santé
il faut un cabinet médical. Donc nous avons mis en route un centre médical avec donc plusieurs infirmières et plusieurs professionnels de la santé. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas se déplacer. On a créé donc en 2018 le premier cabinet médical mobile de Belgique avec l'aide de la ministre de la Santé. Ministre de la Santé, en 2018, elle entendait, pas en 2020. Et donc un cabinet médical mobile. On a créé un numéro de téléphone gratuit, le 0800 12 505, 505 SOS, toujours cette idée de répondre à une personne qui est en danger. Et nous avons le véhicule, nous avons le centre, nous avons le numéro de téléphone, nous avons le médecin qui décroche et il manquait le traitement. Et donc nous avons en 2017 mis en route une pharmacie solidaire, c'est-à-dire récupérer des médicaments non périmés qui étaient dans des blisters, qui étaient vérifiés par un pharmacien, qui était mon frère à l'époque. Malheureusement, il est décédé d'un drame familial, mais enfin, il est décédé. Mais en tout cas, on avait le pharmacien qui contrôlait les médicaments et qui pouvait être distribué à une personne qui était en danger, une pneumonie, une maladie cardiaque, une maladie dont il fallait un traitement en urgence, chose qu'il n'y a pas en Belgique, je le précise. Et on avait tout. Toute personne qui avait besoin donc d'une prise en charge médicale, sociale et humanitaire, avait donc une équipe à sa disposition, qui est donc un centre médical, social, humanitaire, donc de 2016 à 2019. Je précise, ce qui est important pour l'expertise, que pendant cette période, nous avons été confrontés à des infections, infections virales, à des infections bactériennes. Nous avons rencontré des tuberculoses pulmonaires, des pneumonies, des méningites. Et donc, ça veut dire que quand la phase importante de cette Covid, mars 2020, est arrivée, tout était en place. Ça n'a pas fait peur du tout. On a eu peur à cause de la peur. C'est-à-dire que les médias, les autorités politiques ont fait peur à la population, et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est le premier appel que je lance à tous, n'ayez pas peur de la Covid. Pourquoi ? Parce que la Covid ne tue pas. Elle n'a jamais tué personne, cette infection virale. Qui est décédé de la Covid ? Ce sont des personnes qui, malheureusement, n'avaient pas leur immunité pour combattre cette infection virale et qui avaient des symptômes qui se sont développés en complications. Et donc, le système immunitaire étant dépassé, il y a eu des complications bactériennes, c'est-à-dire des complications liées à une bactérie. Qu'est-ce qu'on donne ? Un antibiotique. La deuxième complication, c'était donc une infection thrombotique, c'est-à-dire que cette infection Covid provoque des lésions de thrombose dans l'appareil circulatoire, donc dans les artères, dans les veines. Et si on fait un diagnostic tardif, ça peut donner des embolies, des AVC, des infarctus. Et sans traitement, c'est l'hôpital ou la mort. Alors, dans notre protocole, puisque nous avons c'est pour ça que du coup, sans traitement, le Covid a tué. Exactement. La COVID donc quand tu dis que ça n'a pas tué, mais c'est pour ça que je rebondis, il y a quand même eu, à cause du fait qu'il n'y a pas eu de traitement, des gens sont morts à cause du Covid. Ils sont morts des complications, c'est ça que je voulais dire. On ne meurt pas du virus en lui-même. Les personnes sont décédées à cause des symptômes, à cause des complications, à cause des thromboses et à cause donc des infections bactériennes qui n'ont pas été soignées. Puisqu'on dit en grand, restez à la maison avec un Doliprane. Avec du Doliprane, avec du paracétamol. Alors évidemment, nous avons donc depuis plusieurs années un protocole, on va dire un protocole qui est tout à fait logique, qui est une stratégie donc de médecine générale. Ça veut dire que le patient, et ça c'est important, ça c'est très important ce que je vais vous dire, donc le patient qui est face à une infection virale, qui est à une infection, il donne un coup de téléphone, on répond, on écoute ce qui se passe comme problème, on le reçoit. Et là, il faut une consultation en présentiel. Ça veut dire qu'il faut être examiné par un professionnel de la santé, par un médecin qui, 1, on interroge le patient, 2, on l'examine de manière complète, auscultation, la gorge, pour savoir où sont les infections possibles. Troisièmement, on peut faire un test antigénique pour voir si en quelques minutes on a affaire à cette infection Covid. Et surtout, ça c'est très important, c'est la prise de sang.
Une prise de sang qu'on réalise donc dès les premiers symptômes permet aux médecins d'apprécier l'urgence, l'importance du diagnostic et du traitement. Alors évidemment, là, il y a les traitements classiques qui sont à notre disposition et qui le sont toujours. C'est-à-dire que s'il y a une infection avec de l'inflammation, avec de l'infection, il y a l'antibiotique. Un antibiotique dès les premiers symptômes pour justement empêcher que la complication bactérienne. Et là-dessus, il y a une liberté de prescription? Il y a une liberté absolue, à 100%. On ne te convoque pas parce que, par exemple, tu prescris de l'ivermectine? Non, l'ivermectine n'est pas un antibiotique. D'accord, ok. Bon, mais là-dessus, est-ce que tu peux, parce qu'en France, c'est... Oui, mais attends. Donc, pour que ça soit bien structuré, il y a l'antibiotique. S'il y a trop d'inflammation, s'il y a une inflammation qui est pathologique, alors nous avons des anti-inflammatoires, nous avons de la cortisone et on peut aller jusqu'à même de l'oxygène à domicile. D'accord. Il y a aussi l'autre complication que j'ai dit tantôt, c'était la complication thrombotique. Donc dans la prise de sang, on s'est repéré une élévation, une augmentation des dédimères. Les dédimères, ce sont des molécules qui augmentent dans le sang quand il y a quelque part un risque donc d'hémorragie qui se transforme en coagulation. Alors les dédimères, le traitement, plus il est donné tôt, quand elles sont élevées, plus on évite le risque de faire une thrombose. Et donc, ça veut dire qu'en ayant examiné les personnes très tôt avec des symptômes de thrombose, on fait dans l'ordre un traitement anticoagulant, soit en injection, soit par la bouche, et là, on évite les complications. Donc, ça veut dire qu'avec le protocole, quand il est complet, les personnes n'évoluent pas vers une complication qui justifie l'hôpital, l'ambulance, les urgences et les soins intensifs. Si on avait écouté ce protocole, si on avait suivi cette prise en charge tout à fait logique de médecine générale, on n'en serait pas venu à une vaccination expérimentale. Alors, ce qu'on a vu en 2020 aussi, c'est que grâce à la prise de sang, on pouvait aussi connaître deux autres données importantes. C'est d'abord qu'après une infection, tout patient peut produire des anticorps. Ah, des anticorps. Ça, c'est ce que produit le système immunitaire après une vaccination. Donc, anticorps aussi après une infection. Donc, les personnes savent s'ils ont des anticorps. Par exemple, moi, en octobre 2020, je suis monté à 1500 d'anticorps, alors que la norme est de 35. D'accord. Pas besoin de vaccination. Anticorps. Deuxièmement, ce que le gouvernement et ce que les experts n'ont pas suivi, c'est qu'en raisonnant de la manière suivante. Face à une infection qui est nouvelle, il suffisait aussi d'améliorer, de booster l'immunité, le système immunitaire. Je dis toujours que le système immunitaire est à l'organisme contre le virus ce qu'une muraille, des fortifications sont pour un château fort au temps du Moyen-Âge. L'immunité. Alors, l'immunité, c'est quoi? Ça veut dire, regardez si vous avez un taux normal de vitamine D. La vitamine D, il est prouvé, on l'a prouvé par notre étude, par notre expertise, que plus on a la vitamine D élevée, plus on sait se défendre mieux contre une infection virale, donc contre la Covid. On ne l'a pas fait. Nous avons d'autres substances, le zinc, le glutathion, la vitamine C. Il y a tellement d'éléments qui peuvent lutter. Mais tu es le seul médecin à avoir mis en place ce protocole? Oui. Nous sommes le seul puisque, et je le dis haut et clair, on est quand même à plus de 20 000 patients pris en charge en médecine générale et on a plus de 10 000 prises de sang. D'accord. Donc on a une expertise. Alors, je suis le seul, j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce qu'en décembre, ce protocole, cette façon d'examiner va être entendue par la RDC. Très bien. Voilà. Et tu me disais que tu avais aussi des patients français qui... Alors, donc, sachant qu'il y avait une prise en charge précoce, sachant qu'il y avait des personnes, et ça, notre ami Eugénio en parlera après, sachant qu'il y a des personnes au bout du téléphone qui étaient en souffrance, qui étaient asphyxiées, qui étaient avec des pneumonies, qui étaient en danger de mort, le 0800 qui était sur les réseaux sociaux, qui était ma seule possibilité d'informer les patients, ils sont venus des quatre coins de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de France, de l'île Maurice, pour être pris en charge immédiatement. Et c'est pour ça que nous avons une majorité, quasiment 100% de guérison, quand la Covid, avec complications et symptômes, ont été pris en charge.
Évidemment, malheureusement, des personnes sont arrivées trop tard parce que ça, il faut le dire, quand vous avez des symptômes, je dis bien, quand vous avez des symptômes, cela veut dire que vous avez dans votre corps le virus déjà 5 à 10 jours en arrière. Il y a cette fameuse période d'incubation. Ouais. J'ai le Covid, j'ai le virus qui rentre en moi aujourd'hui, je risque d'avoir les symptômes dans 10 jours. Dans 10 jours. Et plus on vous dit d'attendre encore 10 jours, ça veut dire que des personnes sont sans traitement pendant 20 jours. Ce qui est beaucoup. Criminel. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu de traitement mis en place, de traitement de prévention, ou même de traitement dès qu'il y avait la maladie. Moi, je l'ai eu, et effectivement, à part recevoir un message de la sécurité sociale, on a, et de moi-même aller à la pharmacie au Doliprane, il n'y a rien eu qui a été mis en place. Donc, je te remercie pour cet éclairage. Tu es venu donc avec différentes personnes. Tu vas nous les présenter. Mais je vais d'abord présenter Eugenio, parce qu'on va essayer d'être logique. Pourquoi? Parce que Eugenio est vraiment l'exemple type de la personne qui est venue loin de Glin, loin de Mons, parce qu'il habite Liège, à la région liégeoise, donc c'est quand même plus de 200 km aller-retour. Wow. Et il a eu le protocole complet là. Ça veut dire septicémie, donc une infection gravissime dans le sang. Il a eu un traitement à base d'oxygène. Il a eu des perfusions intraveineuses dans notre centre. Et il s'est déplacé plusieurs fois pour être sauvé. Mais monsieur, il va vous l'expliquer, il a plus et il n'est pas vacciné. Hein. Ah non, c'est dans la période. C'est la logique que je viens de dire maintenant. C'est la logique de 2020. On ne parlait pas de vaccin. Et donc, c'est vraiment un patient Covid non vacciné. Voilà, c'est important de le rappeler. Voilà, Eugenio. Eugenio va s'exprimer en italien et on fera un petit résumé. Buongiorno a tutti, sono contento di poter informare quello che mi è successo. Donc Eugenio est content d'ici. Je vais peut-être traduire vite fait. Donc Eugenio est content d'être ici et de partager avec nous son témoignage. Grazie. Partendo dal fatto che non ero vaccinato. Okay, donc vous avez compris. Al momento in cui mi sono sentito male. Ultima settimana di novembre. Est-ce que vous voulez que je traduise en même temps? Donc, du moment où s'est senti mal à la fin de la dernière semaine de novembre. Abbiamo preso contatti con David Bouillon e era un mercoledì e il lunedì successivo siamo andati da lui. Donc, dès qu'il a pris contact avec David Bouillon le mercredi et le lundi d'après, il est allé voir donc, le docteur Bouillon. Ok. E David ha preso tutti i parametri, confermando che era un Covid. Donc David a pris tous les paramètres qui ont confirmé qu'il avait le Covid. E ha fatto subito una flebo di cortisone. Donc il a tout de suite fait une injection de cortisone. E subito dopo una di antibiotico. Et tout de suite après, encore une injection d'antibiotiques. Donc en réalité, c'est une perfusion. Perfusion. Avec dedans la cortisone et l'antibiotique dans la perfusion. E subito dopo, avevo anche la febbre. Et il avait aussi la fièvre. Subito dopo ha praticamente ha fatto la presa di sangue. Il a fait aussi une prise de sang. Per fare tutte le analisi ed è il risultato che avevo i D-dimer a 1400. Donc et tout de suite après, ils se sont rendus compte qu'il avait les D-dimers à 1400. Alors, la normale, c'est 500. Et normal, c'est 500. E normale è 500. E così gentilmente ha ordinato una unità di ossigeno che mi è arrivata a casa. Alors, et tout de suite après, tu as commandé une analyse. Ah oui. Donc donc, tout ça est basé sur une prise de sang où il y avait une infection extrêmement élevée, donc septicémie, voilà. Donc de l'infection vraiment dans tout son appareil sanguin. Voilà. Et on a commandé de l'oxygène à domicile. Voilà. C'est ça qui veut dire. E anche se io non avevo difficoltà respiratorie, ho usato l'ossigeno notte e giorno per 2 settimane. Donc même s'il n'avait pas eu besoin nécessairement d'avoir de l'oxygène, il l'a quand même utilisé nuit et jour. Certamente al di là di tutte queste cure,
ho preso vitamina D, vitamina C, zinc e tutte quelle cose lì che mi hanno aiutato a rinforzare il mio sistema immunitario. Donc pendant toute cette cure, pendant ces 2 semaines, il a pris de la vitamine C, la vitamine D, du zinc. Et en fait, ça l'a aidé à retrouver son système immunitaire. Ogni fine settimana andavo da David per fare la presa di sangue e vedere qual era il progresso. D'accord. Et à chaque fin de semaine, il allait voir David pour faire une prise de sang, pour voir la progression des résultats. L'amélioration, et avec le l'amélioration. traitement des résultats. Exactement. Voilà. Alla terza settimana io stavo bene, Ok. già era una settimana che non prendevo l'ossigeno, quindi stavo bene. Donc à la 3e semaine, il se sentait déjà bien. Il était même déjà à la fin de la 2e semaine, il se sentait bien, mais à la 3e, presque vous couriez, j'ai Ho envie de dire. dimenticato una cosa, che durante le prime 2 settimane ho fatto delle punture anticoagulanti. Ah ok. Il se rappelle que pendant les 2 premières semaines, il a fait des piqûres anticoagulantes. C'est ça. Mais c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et après, il s'est marié et maintenant, il est là. Donc voilà, ce témoignage prouve qu'effectivement, quand on prend tôt la maladie, Exactement. en 3 semaines, j'ai envie de dire même 2 settimane, era finito, c'était fini. Sì. Ma Et aujourd'hui, vous n'avez plus de séquelles, rien du tout. donc Pas de Covid long. pas de Covid long. No, C'est important ça aussi. Non ho mai avuto più problemi e sono fiero di aver conosciuto David Bouillon perché mi ha salvato la vita. Seriamente. Donc vous avez tous compris, il est heureux et parce qu'en fait, David lui a sauvé la vie. Et c'est une réussite. Et sérieusement, tout de suite mis en place ce protocole. Il lui a donc sauvé la vie et il est fier d'avoir, subi, exercé ce traitement finalement. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était en souffrance. Ouais. Hein, il faisait quand même 200 km en n'étant pas bien. plus. Donc il était vraiment en souffrance physique et morale. Parce que quand on est asphyxié, on voit la mort de près. Bien sûr. Et on voit la mort de près en étant asphyxié. Et quand on a un traitement qui s'améliore, c'est comme si derrière la montagne, il y avait la verdure, il y avait le bonheur, il y avait l'amour. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il s'est marié, ça veut dire qu'on a un homme heureux. On a un homme heureux. E durante queste 3 settimane di malattia avevo mia moglie che anche lei aveva il Covid, Ah, ok. ma in forma leggera. D'accord. Donc Et il dit que pendant ces 3 semaines où il était malade, même sa femme aussi avait le Covid, mais une forme légère. Oui. E così lei guidava la macchina e io stavo lì. Donc, c'est elle qui conduisait la voiture et lui, il était là un peu fatigué. Et donc, il faisait tout le temps ces 200 km pour aller voir Monsieur David Alors, il y Bouillon. a quelque chose qui est important dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que l'épouse de notre amie, Anne-Marguerite, elle m'a beaucoup expliqué aussi, enseigné des notions que j'avais en minime, c'est-à-dire tout ce qui est naturopathie. Et donc, c'est vrai que grâce à Anne-Marguerite, tout ce qui est le magnésium, l'artémisia, tout ce qui peut apporter et booster l'immunité de manière naturelle, elle m'a guidé sur une voie qui a beaucoup aidé aussi d'autres patients. La médecine générale doit être la plus étendue possible. Exactement, il faut tout essayer. Exactement. Alors, Merci Eugenio merci pour ce Eugenio. témoignage. Merci. Alors, je voudrais dire aussi, avant d'entamer ce chapitre vaccination qui est vraiment l'entrée dans le cauchemar par rapport à notre expertise, je voudrais quand même montrer ceci. C'est-à-dire que même en étant médecin généraliste, j'ai reçu un jour un coup de téléphone donc d'une famille dont le papa, 86 ans, allait mourir. Donc l'hôpital téléphone en disant, voilà, votre papa, il a la Covid, il a une pneumonie virale, il a 86 ans, il n'est pas vacciné, il va mourir. Ils m'ont téléphoné de manière tellement triste, tellement vraiment en souffrance. Je leur ai répondu aussi vite au téléphone
la solution, encore une solution. J'ai dit, mais si c'est pour mourir à l'hôpital, autant mourir à la maison. Mais j'avais une idée. Et on a appelé une ambulance. L'ambulance et moi et donc mon amie infirmière, on a été aller chercher le patient à l'hôpital. Évidemment, à l'hôpital, 2 litres d'oxygène, pas d'antibiotiques et en train de mourir, il était tout gris. Donc à peine dans l'ambulance, je lui fais une prise de sang, je fais le protocole. En prise de sang, oxygène à 8 litres, antibiotiques en perfusion. Et ce monsieur de 86 ans, il est sorti d'un hôpital avec une infection bactérienne. C'est ce que je disais au début. Il avait la complication de cette Covid. Et donc, en mettant l'antibiotique, en mettant l'oxygène à 8 litres, des aérosols, de l'amour, parce qu'il revenait quand même en famille, ce monsieur qui était normalement, qui devait décéder en janvier 2022, est toujours vivant en octobre 2022. On l'a vu la dernière fois, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à ta conférence. Et alors, la conclusion, Virginie, oui. Et c'est ça que nos auditeurs doivent comprendre, c'est qu'ici, il faut penser maintenant à la mémoire de toutes les personnes âgées qui sont décédées, qu'on a laissées mourir, qu'on a sacrifiées, pour ne pas avoir été pris en charge, pour ne pas avoir été soignés dans les EHPAD ou dans les maisons de repos en Belgique, à partir de mars 2020 jusqu'à encore aujourd'hui. Ça veut dire que même âgé, on a le droit à la dignité, on a le droit à un traitement. Ouais. Et on meurt d'une Covid non soignée. On meurt d'une Covid non soignée, même en étant vacciné. Ouais. Et on va en rentrer dans le vif du sujet maintenant. Mais voilà, cette année 2020 a terminé avec tristesse parce qu'on a mis une vaccination expérimentale qui ne devait pas avoir lieu. Et d'ailleurs, j'avais fait une conférence de presse où le commissaire Corona de Belgique, M. Facon, s'il m'entend, il le sait, avait salué notre travail parce que j'avais même proposé qu'avec tous les anticorps qu'on aurait pu récolter pendant l'année 2020, ces anticorps naturels auraient pu, via la Croix-Rouge, être transfusés à des patients Covid qui n'avaient pas d'anticorps. C'était déjà un traitement avant une vaccination expérimentale. Ouais. Et on ne l'a pas appliqué. Juste pour rebondir, tu sais qu'en France, dans les EHPAD, en mars 2020, eux, ils ont soigné, j'ai envie de dire, c'est un terme, avec le Rivotril. Donc effectivement, certains aujourd'hui devraient se regarder dans une glace et se poser, se remémorer ce passage ignoble. Parce que ce n'est pas de l'euthanasie. Exactement. Et ils ont fait du tri aussi en France. Hein. Donc c'est vrai qu'on oublie, mais il faut rappeler cela, qu'il y a eu quand même une période très noire dans la gestion humaine de certaines personnes. Donc je te remercie pour ce rappel. Et puis, il nous reste à peu près 10-15 minutes. Il faut laisser maintenant, je pense, donc, juste avant d'introduire nos deux amis, je voudrais quand même parler de ça. Donc, ça veut dire que le téléphone pleure. Le téléphone pleure des témoignages. Il nous reste 9 minutes. Voilà. Donc, oui, mais c'est important. Ça veut dire que vous qui êtes derrière l'écran, vous pouvez avoir un enfant qui peut décéder de cette vaccination expérimentale. Les témoignages sont là. Donc, écoutez bien ce qui va se dire maintenant. Donc, Marc... D'abord, la complication, l'effet indésirable d'une vaccination. Parce qu'après, oui, parce on finira avec Marc. Marc alors, bonjour à tous. Voilà, j'ai 52 ans. J'étais entrepreneur pendant 30 ans. Je ne suis pas anti-vax. Donc, j'ai fait la première injection Pfizer le 10 mai 2021. Dès le lendemain, j'ai commencé à avoir des picotements dans les mains, dans les pieds, une fatigue terrible. Et le 24 mai, j'ai subi un infarctus du myocarde qui a une origine thrombotique. Il faut savoir que j'avais un test cardiaque impeccable 1 an avant avec une aorte limite sup. Et que donc ils m'ont récupéré. Dès le lendemain, ils m'ont demandé d'être dans une étude, comme par hasard. Et que depuis lors, en fait, je subis des effets secondaires terribles parce qu'en fait, on ne m'a même pas déconseillé de faire la seconde dose. Donc j'ai fait confiance à l'époque. J'ai même eu la seconde dose. Donc j'ai, avec la première dose, eu un infarctus, avec la seconde dose, des problèmes neurologiques. Tout est attesté dans un dossier médical où tout est chronologique, tout est bien expliqué. À l'heure actuelle, donc ça fait plus d'1 an et demi après, j'ai toujours des paresthésies dans les mains. Je vois trouble régulièrement et alors j'ai toujours des douleurs fantômes au cœur et on m'a déclaré handicapé à plus de 66% parce qu'en fait j'ai des cicatrices au cœur qui provoquent des extrasystoles et qui peuvent provoquer une mort subite à tout instant en fait. Donc voilà, donc je tiens à alerter absolument. J'avais sur ton analyse mon dossier médical avant la première injection Pfizer, il n'y avait rien. Après, j'ai une succession d'effets secondaires qui provoquent chez moi un trouble moral, psychologique et financier parce qu'il faut penser que ma société n'a plus fonctionné et que en fait j'ai 52 ans, ça s'est passé à 50 ans, j'aurais encore dû travailler minimum
15 ans. Donc c'est quelque chose qui est absolument anormal. Et j'ai quand même la chance d'être vivant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma chance. Voilà. Signer un consentement éclairé. Ensuite, Non, j'ai rien signé du tout. Non. Juste une question, c'était quel vaccin? Le Pfizer. D'accord. Et vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte. J'ai déjà porté plainte 3 fois, une fois en mon nom propre, en tant qu'administrateur de société, et plus récemment, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a continué à m'envoyer des convocations pour la 4e dose, alors que j'ai fait moi-même 2 déclarations d'effets secondaires graves à la FPMS, dont un infarctus et des problèmes neurologiques graves. Et on continue. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas c'est n'importe d'appel. quoi. Donc moi, j'appelle ça du harcèlement et une tentative d'empoisonnement à la vue des effets secondaires. Comme c'est un produit qui est en phase test, il devrait avoir une pharmacovigilance à la minute, voire à la seconde. Pas un truc géré. Et invitation sans le moindre effet indésirable noté. Tout à fait. Tu n'étais pas au courant. Non, rien du tout. Et là, vous êtes dans une phase maintenant de recours juridique. Ah oui, attendez, je suis impacté très Bien fort. sûr, parce que vous avez dit que vous êtes en invalidité, là. Ah oui, je suis en invalidité à plus de 66%. J'ai entre 1 000 et 1 200 euros par mois, alors qu'avant, j'avais une société, un an avant, je faisais encore 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et un suivi médical Donc j'ai été pris en charge en partie par le docteur Bouillon qui m'a conseillé. En fait, dès que j'ai commencé à comprendre que c'était dû au vaccin, j'ai contacté différents médecins. Mon généraliste, mais qui reste dans l'ombre et qui m'a très très bien soigné. Le docteur Gaétan Beckart, le docteur Bouillon, le docteur Agré en France, qui a beaucoup de problèmes parce qu'il a publié des certificats de décès. Il soigne. Moi, depuis 1 an, j'alerte tout le monde. Je croise des gens dans la rue en faisant mes courses. Je leur dis, écoutez, j'ai fait un infarctus. Je n'avais aucun facteur de risque. D'autant plus que j'ai fourni à la justice un document interne de chez Pfizer où il parle des myocardites et des péricardites. Et ça date du mois d'août 2021. Et j'ai également prévenu en très haut lieu au mois d'octobre et on m'a demandé de ne pas m'en occuper. Alors ça, je trouve pas ça normal. Donc c'est en octobre 2021 que j'ai prévenu en très haut lieu. Je trouve pas ça normal. Et donc tout est déjà en bonne main chez différents avocats. Et voilà. Et j'espère pouvoir faire confiance à la justice. Et pas de suivi après l'injection. Ah non, rien. Pas de prise de sang, pas d'auscultation, rien. C'est important de rappeler les chiffres. Moi, je l'ai fait donc lors de l'audition de Pfizer lundi après-midi. Donc j'ai parlé des effets secondaires puisque nous avons des rapports. Vous êtes la preuve vivante. Malheureusement, malheureusement, on a des cas précis. Moi, j'ai rappelé des chiffres, comme je l'ai dit. Donc, rapport de l'EMA, c'est en France 30 000 cas très graves. Au niveau européen, c'est plus de 900 000 cas répertoriés. Donc, ça va de l'embolie pulmonaire à l'AVC, au décès. Je rappelle que dans le rapport de l'EMA, c'est 8 209 décès suspicieux. Et voilà, et donc ça continue au niveau des familles. Mais ça, ils sont plutôt dans les stats et dans les chiffres. Mon ami Doyer, voilà. Et c'est vrai que c'est malheureux de ne voir que finalement le principe de précaution n'a pas été mis en place et qu'aujourd'hui, même avec des chiffres, on ne se pose pas la question de la responsabilité des laboratoires et aussi de la continuité de cette politique vaccinale. Mais j'arrête de parler, je voudrais maintenant laisser parler. Et vraiment, Marc, et je te laisse la parole. Marc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je parlais de Jennifer. Donc je suis émue, donc maintenant je laisse la parole. Et pour conclure, on va finir avec Marc. Ben voilà, bonjour à tous et à toutes. J'ai déjà expliqué en détail cette journée du 8 avril de 2022, où le cauchemar a commencé, où la révolte s'est installée en moi. Ma fille Jennifer, qui n'avait pas encore 42 ans, a été retrouvée en début de matinée morte à son domicile. Ce jour-là, lorsqu'après avoir réalisé le drame qui venait de se dérouler, je me suis rendu à son domicile. Le médecin légiste était déjà passé. Mon enfant était toujours allongé dans le salon, recouverte d'une couverture. Son décès a été qualifié de cause naturelle, un arrêt cardiaque. La police, encore sur place, m'a vivement recommandé de ne pas la regarder car elle n'était vraiment pas belle. Son compagnon est passé outre et a voulu la voir une dernière fois, avant que la fourgonnette mortuaire l'emporte définitivement. Il a été choqué. Il m'a dit qu'elle était toute bleue et les veines saillantes. Au début d'année, Jenny avait reçu sa 3e injection du produit Pfizer. Elle avait été obligée de se plier à cette prise de risque car, suite à un licenciement économique, elle avait décidé de complètement changer de carrière. Et à 40 ans, avait repris des études d'aide-soignante. Et sans être injectée, elle n'aurait pas eu accès au stage qui lui permettait de décrocher son diplôme et d'entamer une nouvelle vie vouée à aider et soigner les autres.
Cependant, entre la 3e injection et le jour de son décès, elle ne se sentait plus bien du tout. Elle était plus en forme. Pourtant, elle n'avait jamais eu de problème important de santé. Ni asthme, ni soucis cardiaques, ni prise de poids. Aucune comorbidité, rien. Elle a été rapportée à son compagnon par les amis de classe qu'elle avait des palpitations, des sensations d'oppression au niveau thoracique et que ses mains et ses bras et étaient froids, qu'elle était vite essoufflée. Elle avait également de subites accès de transpiration. Cela devait la tracasser puisqu'elle avait pris rendez-vous chez son généraliste et devait le voir le lundi suivant. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis désenfanté et que je me pose toujours énormément de questions. Il y a peu de temps, j'ai pu rencontrer le médecin légiste qui avait examiné Jennifer et il m'a dit qu'elle avait succombé à un arrêt cardiaque suite à une embolie pulmonaire créée par un caillot de sang. Il n'était pas informé qu'elle avait reçu ces 3 injections. Et donc, le lien de causalité n'a pas été fait directement. Aurais-je dû demander une autopsie? Oui, peut-être, mais j'étais incapable d'infliger cela à ma fille, en plus. Si elle m'avait parlé de ses problèmes post-vaccinaux, aurais-je eu le réflexe de l'inciter à aller immédiatement faire une prise de sang afin de vérifier son taux de D-dimer? Oui, sans doute. Grâce à cela, aurait-elle été soignée et sauvée? Moi, je le pense. C'est pourquoi, en sa mémoire, j'ai décidé de soutenir le docteur David Bouillon à côté de moi afin d'informer sur la nécessité de surveillance et de suivi. Une prise de sang peut vous sauver la vie. Il existe encore des médecins qui respectent le serment d'Hippocrate. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Madame Joron, pour votre engagement. Vous faites honneur au travail de député représentant le peuple. Merci. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on n'a plus trop le temps. Moi, à chaque fois, voilà. Je vais laisser la parole à David. Oui. Et je vous remercie de votre attention. Mille merci. On pourrait parler des heures. On Oui. est limité par le temps. C'est un sujet important. Aujourd'hui, beaucoup vivent cette même situation. Sachez qu'il y a... Voilà, on est là, il y a des solutions. Et puis surtout, il faut continuer à parler, à partager. S'il vous plaît, regardez-vous dans la glace tous les matins et dites que vous devez être bien informé avant d'avoir une vaccination expérimentale. On doit faire une prise de sang, il doit y avoir un suivi et connaître l'ensemble des effets indésirables. Ça peut arriver à vous, à vos enfants et à vos aînés. Merci. Merci. Merci à tous. Merci encore. Merci.